Bonjour, je m'appelle Marie-Alix Delogeret, je suis sophrologue et coach et dans cette vidéo, je vais vous parler de la charge mentale. Comment on la définit, d'où vient-elle, comment la repérer et mettre des solutions en place pour retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie et d'efficacité au quotidien. Ce qu'on appelle charge mentale représente l'ensemble des sollicitations faites au cerveau et plus précisément l'ensemble des contraintes mentales qui pèsent sur l'équilibre psychique, la motivation, l'engagement. Pour définir la charge mentale, il faut prendre en compte des aspects aussi bien organisationnels et relationnels que psychologiques ou sociologiques. Pour identifier la charge mentale, trois paramètres sont à mettre en perspective. Tout d'abord, un paramètre cognitif qui correspond à la quantité d'informations à traiter, informations parfois intenses, puis identifier le niveau d'exigence et de complexité de ces informations. Ensuite, en numéro 2, nous avons un paramètre psychique qui renvoie à la manière dont nous traitons l'ensemble de ces informations, tant sur le plan organisationnel avec les emails, les appels téléphoniques, les réunions, le reporting, que sur le plan émotionnel, avec les relations internes à l'entreprise, les ententes ou les conflits avec ses collègues, avec sa hiérarchie, les relations avec les fournisseurs, les clients, qui sont de plus en plus exigeants, voire agressifs. Également, l'exigence de résultats et d'objectifs qui entraîne une pression permanente, consciente ou non d'ailleurs, avec une volonté de perfectionnisme qui peut générer un sentiment d'insatisfaction qui bien évidemment pèse alors sur le mental. Et enfin, numéro 3, nous avons un paramètre temporel. Le facteur temps ajoute une pression à la gestion des tâches. L'instantanéité des interactions liées aux nouvelles technologies, l'exigence au niveau des délais, combinée avec une sensation d'accélération du temps, augmente la pression et alourdit la charge mentale. Si l'équilibre et la fluidité sont bien là entre ces trois facteurs cognitifs, psychiques et temporels, alors la charge mentale est parfaitement gérable. Mais à ces trois facteurs d'identification, j'ajouterai un autre paramètre, qui est celui de la perception individuelle que l'on a. En effet, l'appréciation de la charge mentale est subjective et dépend de plusieurs facteurs personnels, de l'histoire et la personnalité de chacun. Comment reçoit-on l'information? Quels impacts émotionnels? Quels enjeux au niveau relationnel, social? Le rapport au travail, au métier fait partie de cette vision personnelle. Une dichotomie entre ses propres valeurs et celles de l'entreprise, un manque de sens, un manque de cohérence entre l'objectif d'une mission, les attentes, les exigences et les moyens mis à disposition, qui peuvent être en deçà des réalités opérationnelles, peuvent être source de pression. La charge mentale peut, chez certaines personnes, être source de motivation et d'efficacité. Pour autant, elle peut vite devenir excessive et toxique. L'alourdissement de la charge mentale est un vrai fléau universel qui concerne autant les Parisiens que ceux qui vivent en province, autant les femmes que les hommes, les cadres du secteur public que privé. Et il touche également les jeunes. L'excès de charge mentale augmente le stress et par conséquent les risques psychosociaux. La moitié des arrêts maladie seraient directement ou indirectement liés à des maladies survenant suite à une surcharge de stress prolongée. À l'inverse, la sous-charge mentale, ça existe aussi, peut également être un problème aux conséquences tout aussi lourdes. L'ennui, le manque de sens, la perte d'intérêt nuisent à l'équilibre psychique, pouvant conduire jusqu'au burn-out. Un travail d'exploration est alors nécessaire pour comprendre cette période, en tirer les conclusions pour oser explorer de nouvelles perspectives ou simplement accepter et accueillir une période plus calme, malgré les sollicitations extérieures et la course à l'hyperactivité. Actuellement, une vigilance particulière est requise en cette période de trouble de l'organisation du travail. Nouvelle organisation avec le télétravail, retour dans les bureaux avec des personnes qui peuvent être touchées par le syndrome de la cabane, c'est-à-dire ces difficultés à retrouver une vie sociale équilibrée, à reprendre contact avec ses collaborateurs, la mise en place et le respect des gestes barrières, la distanciation sociale. Tous ces changements rajoutent des contraintes qui pèsent encore plus aujourd'hui sur le mental et sur le moral. Alors, comment repérer les signes qui permettent d'être vigilant face à une surcharge mentale? Nous savons, nous l'avons vu, que la charge mentale est complexe à évaluer, contrairement à la surcharge physique. Et justement, la grosse difficulté est qu'il n'existe pas de règles précises pour mesurer cette charge mentale qui varie en plus en fonction des métiers. Il est également très difficile de mesurer les pressions psychologiques qui peuvent être pesées sur chacun, là où un collaborateur peut facilement supporter une situation, dépasser une pression,
un autre collaborateur dans la même situation pourra se sentir submergé ou angoissé. Cependant, certains signes ne trompent pas et doivent nous alerter. À titre individuel, nous pouvons par exemple voir apparaître des difficultés de concentration et d'attention, l'intolérance au bruit, la baisse de la productivité et de la performance, la sensation d'être dépassé, l'augmentation du nombre d'erreurs récurrentes, mais aussi la mauvaise humeur, la perte d'enthousiasme, l'irascibilité, la sensation de saturation, la lassitude, une fatigue quasi permanente, l'irritabilité, l'impatience. Également peuvent apparaître des problèmes de sommeil, de santé, des problèmes de couple, une vie sociale en danger, des difficultés à cloisonner et concilier vie professionnelle et personnelle. Tous ces signaux doivent nous alerter. À un autre niveau, un niveau interpersonnel, nous risquons de déverser notre surcharge mentale sur nos collaborateurs, ce qui peut entraîner une mauvaise ambiance et une mauvaise organisation, un excès de contrôle et de manque de confiance. Une pratique managériale excessive pouvant aller jusqu'au harcèlement. On peut voir apparaître une incohérence et des contradictions dans les demandes, et également faire peser un sentiment d'urgence sur soi, mais aussi sur ses collaborateurs. La baisse de performance est également un indicateur d'une charge mentale trop importante. Spontanément, on souhaite bien travailler, réussir, trouver du sens et se réaliser. La baisse de performance ne peut en aucun cas être satisfaisante. Donc, si ce signal apparaît, il faut tout de suite réagir, en prendre conscience. En cas de surcharge mentale, un travailleur peut mettre en place des stratégies de protection et de défense individuelle. Ces stratégies sont en réalité de véritables dangers car elles vont alourdir la charge mentale et aggraver la situation. Parmi ces fausses solutions, nous trouvons le multitasking qui consiste à faire plusieurs tâches à la fois. On a l'impression de gagner en performance et en temps, alors qu'en réalité, on risque de multiplier les erreurs, on se disperse et on s'épuise. Et on est dans ce cercle vicieux qui entretient la charge mentale. On risque de ne pas finir toutes les tâches et de ne pas aller au bout. L'autre stratégie, inverse du multitasking, c'est la procrastination, c'est-à-dire remettre en permanence à plus tard les tâches à effectuer, s'octroyer des faux moments de détente, commencer une tâche sans aller jusqu'au bout et remettre à plus tard. Tout ceci alourdit la charge mentale, largement, très largement. Le multitasking et la procrastination sont donc des indicateurs d'une charge mentale mal gérée. Nous savons également que plus les responsabilités sont importantes, plus la charge mentale augmente. Notre mental est en permanence en action, en train de réfléchir, d'imaginer, de créer, de suggérer, d'où la nécessité de le mettre au repos. Toutes ces ruminations s'accompagnent aussi d'émotions. Alors, certaines émotions peuvent être porteuses et accompagner la motivation. Mais d'autres, comme la colère, la frustration, la tristesse, la peur, la honte, la culpabilité, peuvent à l'inverse saboter notre morale, ce qui augmente cette sensation de lourdeur et du poids de la charge mentale. On pourrait alors dire que le mental rentre dans un mécanisme de surchauffe avec un excès d'émotions négatives récurrentes qui doit impérativement nous alerter. Tous ces signaux sont essentiels car ils nous permettent de repérer une surcharge mentale. Et l'identification, c'est déjà le premier pas pour pouvoir mettre en place des solutions. La capacité de l'organisation de l'entreprise est bien évidemment essentielle pour diminuer la charge mentale et le stress qui en découle. La réactivité est nécessaire pour pouvoir retrouver un équilibre. Et paradoxalement, cette urgence de réorganisation peut elle-même être anxiogène. Donc c'est un cercle vicieux dont il est nécessaire de pouvoir trouver des solutions pour retrouver une stabilité tout en gardant des repères. Alors, pour mettre en place des solutions, bien évidemment, il faut commencer par repérer les sources de la charge mentale, évaluer les difficultés, prioriser les ajustements pour retrouver une harmonie, un équilibre, une juste mesure entre les objectifs et la faisabilité des actions. On peut alors reconsidérer l'organisation et les outils de travail. Si on ne peut pas supprimer certaines tâches, on peut au moins essayer de voir comment les faire autrement. Et c'est cet autrement qui est particulièrement important. Si ce travail m'épuise, m'oppresse, alors je cherche une solution pour faire différemment
pour changer mon regard, pour fractionner en plusieurs étapes, par exemple, ou en se faisant aider. Paradoxalement, le déploiement des outils numériques et digitaux censés nous alléger, en fait, alourdit la charge de travail. Les managers se plaignent d'une surcharge d'emails, de trop de tâches à effectuer en même temps, beaucoup de réunions, des demandes de reporting chronophages, sans oublier la gestion des notes de frais. Alors, par exemple, il est possible de mettre en place une charte pour réguler l'utilisation des mails au sein de l'entreprise. Le télétravail peut aussi, dans certains cas, permettre de gagner du temps et alléger la fatigue induite par les temps de trajet, comme c'est possible, bien évidemment. On peut également mettre en place des solutions avec l'ergonomie cognitive pour simplifier et alléger la gestion des tâches, avec l'aménagement de postes adaptés, l'utilisation d'outils numériques intuitifs, le mind mapping et bien sûr l'organisation générale des équipes. Mais il y a un point qui reste essentiel, c'est la communication pour sortir de la souffrance liée à la charge mentale. Discuter pour permettre de se décharger et aussi de trouver des solutions ensemble. Sortir de la solitude, parler, aller à la rencontre d'un collaborateur qui semble être en souffrance. Il est parfois nécessaire d'aller alerter jusqu'à aller alerter la hiérarchie. Le soutien, la reconnaissance, l'encouragement, la bienveillance aident à alléger cette charge mentale. Il faut aussi apprendre à déléguer, oser demander de l'aide ou accueillir les collègues qui demandent du soutien, les écouter, faire confiance, laisser la place à l'entraide. Le degré d'autonomie est également essentiel. Il nous est demandé aujourd'hui d'aller vers un management qui place l'humain au cœur des actions. Un management basé sur des relations de confiance qui permet à chacun de s'épanouir, de se sentir valorisé et de se réaliser. Évaluer le rapport au temps est aussi un paramètre essentiel. Prendre du temps ou donner du temps à ses collaborateurs pour faire du vide, pour mieux réfléchir, pour nourrir et laisser place à la créativité. Du temps pour tout simplement mieux travailler, s'alléger de tâches non essentielles. On est à l'époque de l'instantanéité. On veut tout, tout de suite. Mais il est nécessaire de prendre du recul pour trouver un équilibre juste dans la gestion du timing des livrables. La gestion de la charge mentale dépend aussi de la responsabilité de chacun. Se connaître pour savoir si les responsabilités confiées sont à la hauteur de nos compétences intellectuelles, émotionnelles. Reconnaître et accepter ses limites. Mettre en place des solutions à l'échelle individuelle devient alors tout aussi nécessaire pour retrouver un enthousiasme dont les bénéfices seront mesurés tant au niveau professionnel que personnel. Alors tout d'abord, il nous est nécessaire de marquer des vrais temps de pause. Poser l'intention de se concentrer sur une seule tâche et faire une pause. La perspective de la pause, quelle que soit la pause, motive pour aller au bout. Cela permet de concentrer l'attention, l'énergie avant de passer à autre chose. Ainsi, la charge mentale va progressivement s'alléger et la sensation d'allègement et de satisfaction augmente. Le fait de faire des pauses courtes ou longues permet alors de laisser la place à des loisirs, sport, activité artistique, peu importe, mais trouver un peu d'espace pour une activité qui nous mette en joie, qui nous fasse du bien et qui nous oblige à déconnecter. Parce que c'est par la déconnexion de l'esprit que l'esprit, le mental, peuvent se ressourcer. Attention toutefois à bien vivre ces activités sans penser au reste. Il n'est pas question que le mental rumine, de continuer à penser aux prochaines réunions et aux choses à faire tout en faisant son footing. Car c'est justement le fait de penser de manière quasi permanente au travail qui entraîne ce manque de ressourcement et de libération du stress. Augmentez vos espaces de liberté. Pour que ces espaces de liberté soient vraiment présents, il est nécessaire de prendre conscience des limites entre chaque univers, personnel, professionnel, social, et respecter ces limites en mettant en place des sas qui permettent une transition d'une sphère à l'autre. Par exemple, il est possible de poser un acte comme une sorte de rituel lorsqu'on passe d'une sphère à l'autre. Écouter une musique, écrire un texte, peu importe. Un rituel de désengagement pour marquer la fin d'une journée. Un geste ou une action simple. Dans un premier temps, il faudra probablement s'obliger à faire ce rituel, de sorte qu'à un moment, le rituel devient comme une habitude, un ancrage. Le rituel sert à entraîner le cerveau à se déconnecter. Et cet automatisme va progressivement s'associer au fait de décrocher, de poser sa limite, pour qu'ensuite le mécanisme se fasse tout seul.
Marquer ses limites, c'est aussi savoir dire non, y compris non aux réseaux sociaux, au téléphone portable, et donc, pour cela, supprimer les notifications. Ça permet de rester concentré, attentif, d'éviter la dispersion, de garder des temps dédiés à chaque domaine ou activité. Une fois les limites posées, il est alors possible de retrouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. De nos jours, le travail des managers a tendance à déborder beaucoup trop sur la vie personnelle. Ce qui est vécu comme de l'enthousiasme au départ peut devenir pesant et un manque de ressourcement va affecter la motivation et le moral. D'où la nécessité de lâcher et de respecter les différents espaces de vie pour maintenir la passion. Pour préserver au mieux chaque espace et pour alléger la charge mentale et se décharger des choses à penser, rien de mieux que les to-do list. En effet, tout ce qui est inachevé reste en mémoire. Mais le fait de noter permet de libérer l'esprit et se décharger des choses à penser. Cela permet également de lutter contre la procrastination. On peut ainsi repérer plus facilement les urgences, prioriser, voir ce qui peut être remis à plus tard, déléguer ce qui peut l'être. On libère le mental, on le repose. Ensuite, il est alors plus facile de s'organiser pour faire les tâches les unes après les autres. La concentration est nécessaire pour aller au bout d'une tâche et éviter la procrastination et le multitasking. Il est difficile de rester en permanence dans un état de concentration intense. C'est pour cela qu'il est important de poser une limite temporelle avant de démarrer une tâche. Toutes les méthodes qui permettent d'augmenter la concentration et le relâchement de l'esprit se révèlent très utiles et ultra efficaces dans la gestion de la charge mentale, comme par exemple la relaxation, la sophrologie, la méditation ou encore la pleine conscience. Ces méthodes permettent de focaliser sur le présent et sur une seule chose à la fois. La pratique régulière permet d'activer des circuits neuronaux qui développent notre faculté de concentration et repose le mental qui se ressource et reprend des forces. Certaines personnes peuvent avoir besoin d'une stimulation quasi permanente, car c'est là qu'elles vont trouver la force d'agir, la motivation et l'enthousiasme. Mais ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, on ne peut plus rester indifférent face au nombre croissant et aux ravages des burn-out. Aussi, il est nécessaire de prendre en considération le facteur humain, le stress et plus précisément le poids de la charge mentale. Le piège serait de trouver des alternatives pour tenir plutôt que de regarder franchement ce qui ne va plus. Il y a donc une vigilance à maintenir au niveau des conditions de travail. Retrouver des zones de confort, cultiver la joie et le plaisir sont nécessaires pour alléger l'esprit et gagner en clarté et donc en efficacité. Le self-management est une ressource essentielle à développer et il ressort de la responsabilité de chacun de gérer ses ressources, ses émotions, son énergie. Plus on donne d'énergie, plus on s'investit dans une activité, un projet, un travail, plus on évolue dans un environnement mobile et plus il est nécessaire d'avoir des outils et des techniques permettant de refaire en quelque sorte rapidement son énergie, de la réactiver, de la ressourcer. Cela fait partie aujourd'hui du savoir-faire et des compétences personnelles à développer, de la même manière qu'on apprend à animer une réunion ou à parler en public. Le monde d'aujourd'hui nous demande de nous adapter rapidement. Pour cela, il est nécessaire de savoir se recentrer, de lâcher prise, de gérer ses énergies, ses émotions, se ressourcer, récupérer rapidement un état de calme et d'harmonie. Il est facile à travers des exercices courts mais ultra efficaces, rapidement, de s'entraîner avec par exemple la sophrologie ou la relaxation qui ont largement démontré leur utilité dans ce domaine. Plus votre esprit sera clair et enthousiaste, plus vous allégerez votre charge mentale. Vos actions se feront spontanément, tranquillement et avec une grande fluidité. Et vous gagnerez alors en efficacité et retrouverez l'enthousiasme.